Bonjour à tous. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir un grand monsieur de la culture hip-hop, danseur, chorégraphe, businessman. Et franchement, pour moi, c'est un honneur déjà de pouvoir l'avoir. Moi, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu progresser et surtout, je l'ai vu devenir un entrepreneur énorme. Monsieur Bruce, comment allez-vous? Moi, ça va, Mars? Ça va, Frangin, et toi? Ça fait Ça va, ça longtemps. va, ça va, ça va. Ça me fait plaisir de te recevoir. Bah écoute, Euh, franchement, tout l'honneur est pour moi, hein. Moi, j'ai beaucoup de chance d'être avec toi aujourd'hui. T'as de la chance, moi j'ai autant de chance Non, 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 d'être moi j'ai avec plus toi. de chance de toi. Non, j'ai plus de chance que toi. Et d'ailleurs, on va mettre les pieds dans le plat direct. On y go? Franchement, On y va? je suis vraiment là dans cet endroit pour toi. Parce que normalement, je viens pas dans ces endroits, moi. Oui, Là. mais justement, attends, je vais préciser. C'est vrai, effectivement, on remercie Studio La Place déjà de nous accueillir pour cet entretien. Et à cet effet, À cet effet, ouais, j'ai beaucoup de mal avec les lieux institutionnels du hip-hop. Et c'est pas pour faire le rageux, tout ça, mais on a dit on parlait vrai. hey, On déballe. D'accord. Mars Talk, c'est Voilà, l'émission Mars Parler Talk. vrai. Il Donc, faut déballer les choses. Voilà, je vais pas commencer sur un point négatif, mais Non. juste, ce que je pense, c'est que ces lieux-là, ils sont super intéressants. L'outil est magnifique, mais c'est vrai que c'est des lieux qui font bénéficier seulement une petite partie du mouvement et de la culture. Et qu'avant, quand la mairie de Paris ou l'État donnait des subventions à des compagnies, à des rappeurs, à des danseurs, etc., bah maintenant, il les donne plus, il les donne à cet endroit qu'il est redistribué D'accord. à petite échelle. C'est pour ça que ces endroits-là, j'ai beaucoup de mal. La Villette, la Place, je balance tout. Ah bah, Tous ces endroits institutionnels, j'ai beaucoup de mal, mais j'ai beaucoup de chance d'être là avec toi. Et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que pour moi, tu fais partie de mon histoire. Tu es quelqu'un qui m'a touché sur plein de points. Sur la danse, full force, parce que bon, c'est mon mais interview. justement, on va en Non, parler. mais c'est mon interview, mais quand même. Full force. Attention, monsieur Full Force. Gros groupe de l'histoire de la danse hip-hop. Et Time Bomb, après, on va parler de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous ramener un petit peu à tes débuts? Comment as-tu commencé? Qui est Bruce? Parce que on te voit, on entend parler de toi dans le milieu hip-hop, mais qui es-tu réellement? Alors il y a très peu de monde qui connaissent le Bruce réellement, mais sur le plan artistique, moi j'ai commencé à la danse au Cameroun à l'âge de 8 ans. Et je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Et j'ai continué à 11 ans dans un groupe qui s'appelle TKS, The Criminal Stars, que tu as connu, on va en parler après, grâce à un grand à moi qui s'appelle Manu Nguyen, qui était graffeur, et qui m'a vu traîner dans le quartier, un peu faire des conneries. Et il m'a dit, vas-y, viens, je vais t'emmener à des gens. Et il m'a amené devant l'honneur et Sully Sefil, Ouais. que tu connais aussi, à Ponto Combo, et à Emeraville même. Et du coup, là, j'ai continué en fait, si tu veux, à danser et à peaufiner mon art avec ce groupe. Pour moi, c'était une longue période, mais en fait, c'était court. C'était 87 à 90 à peine, tu vois. Exact. Mais je sais pas, le temps, l'espace-temps, on dirait qu'il s'est rétréci. Je sais pas ce qui se passe. Il y a tellement eu des choses ouais. qui sont arrivées à ce moment-là et Ouais. ça bougeait énormément. Ça bougeait énormément. Donc c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que Ouais. le Et surtout, temps... il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc du coup, tu étais obligé de vivre le moment. c'est ça. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand on avait fait, parce que Mars, grand pionnier de la danse avec tant d'autres, qui a initié le groupe Full Force. Full Force, il faut savoir, hein, c'était un groupe où il y avait au moins 150 personnes dedans. Il y avait des énormément. danseurs, des bagarreurs. Il y avait tout. Il y avait un peu tout, c'est Des vrai, graffeurs, effectivement. Des musiciens, c'était l'époque qui des était comme ça graffeurs, aussi. ouais. C'était l'époque qui était comme ça. C'était l'époque des groupes. Ouais, c'est ça. Des groupes mêlés avec les gangs et tout un peu. Mais bon, c'était trop fort. Et en fait, les Full Force, souvent, on faisait des défis avec les TKS, au Trocadéro, notamment en 1989. C'est ça. Et, Mais justement, si moi je te dis MJC Jara. Si tu me dis MJC Jara. Parce que moi j'ai un souvenir assez précis là-dessus, c'est pour ça que je te dis vrai. ça. Ouais. Alors, tu vas me rappeler, parce que j'étais jeune aussi, j'étais vraiment très très jeune.
Alors, la MJC Jara, c'est vraiment la naissance aussi d'un lieu. Enfin, c'est vraiment un lieu mythique de Champs-sur-Marne. C'est clair. Parce que c'est là-bas où on faisait toutes nos soirées. Donc, c'est là-bas où on s'entraînait. C'était une MPT, une maison pour tous. Une MJC, ça existe toujours d'ailleurs, mais ça a changé de forme. Et on s'entraînait là-bas. On faisait des soirées là-bas. Exact. On faisait des défis là-bas. On faisait des réunions là-bas. Enfin, c'était un lieu vraiment un point culminant. Puis d'ailleurs, il y avait des groupes comme Créateurs Unis qui sont issus là-bas avec Victor Aboui, Mac Mac, Jean-Michel Sissoko, Cork, Idriss Njoya. Exact. Et puis les rappeurs Karine, Francis et JP. Mais c'était un groupe incroyable qui était là-bas. Et la MPT Victor Jara, non, je ne vois pas de quoi tu vas me parler là. Souvent, c'est là-bas qu'on se rencontrait. C'est là-bas que les défis se faisaient. Ouais, c'est là-bas où moi, je descendais, je quittais là, je venais. Ouais. C'est là que je rencontre un jeune homme, un des plus jeunes danseurs. Ouais. Et ensuite, tu intègres où tu étais déjà dans le TKS. Ouais. Et moi, de mon côté, je formais Full Force. Et ensuite, on se retrouvait souvent. Tous les week-ends, on se retrouvait. Ouais. Si je te parle de Plage de Châtelet, si je te parle de Trocadéro, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ces lieux mythiques, c'est des lieux mythiques. Même emblématiques du mouvement hip-hop. Déjà c'est vrai, la MPT, enfin la MJC, la Victor Jara, c'était un lieu de fou parce qu'il y avait des gens, tout le monde qui venait. Il y avait même des gens de Paris qui venaient dans le fin fond du 77 là, pour danser et pour qu'on se rencontre. Et du coup, Trocadéro, comment te dire que c'est un lieu qui, pour moi, il restera marqué à jamais parce que le défi Full Force, parce que tu vois, c'était même pas battle à l'époque. On appelait ça défi. C'est ça, on appelait ça défi, ouais. Effectivement. Le battle, c'est venu bien plus tard. Dans le jargon du hip-hop. Et le défi Full Force TKS, c'est là où il y a eu vraiment une émulation entre nous, tu vois. C'était vraiment deux gros groupes de l'époque qui se rencontraient. Et... Non, c'était incroyable, c'est incroyable. Et puis ce qui est intéressant sur l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait même pas les beepers encore. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait rien. Donc, on s'appelait, on disait rendez-vous dans 1 mois et demi là-bas, et il fallait que tu sois là-bas. Si tu ratais ce moment-là, tu ratais ta life. Franchement, c'est vrai. Tu ratais ta life parce que tu avais raté le moment qui pouvait te faire exploser, le moment des anecdotes, le moment des légendes, etc., etc. Donc, du coup, c'était un moment incroyable. Dans ces années 80-90, pratiquement tous les samedis, on se retrouvait Trocadéro. C'était le défi Full Force TKS. Enfin, moi, je t'en parle là, j'ai des frissons parce que c'est vraiment mes meilleurs moments, ça. C'est le moment où j'ai kiffé la danse, hormis d'aller en boîte où il y avait les défis. Mais TKS Full Force, c'était vraiment qui n'était pas au courant. Ah mais c'est vrai, il y avait tout le monde. Si c'était pas ça, c'était les bagarres derrière. Ouais. Quand ça finissait. Nous, on était un peu moins castagneurs. Voilà. Vous, TKS, c'était vraiment la danse à 100%. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'était une époque où, quand même si on n'était pas bagarreurs, autour de nous, il y avait les grands, les Black Fist, les trucs qui étaient là pour nous protéger, quoi. C'était une époque incroyable. À l'époque, il valait mieux pas être d'ailleurs bagarreur. Parce que tu avais vraiment t'avais vraiment des vrais bonhommes. Je suis d'accord avec toi. À contrario de maintenant, mais bon, ça, c'est encore une autre époque maintenant. Ça a un peu changé. Ouais, ça a un peu changé. On continue. Ouais. Je vais t'inviter à prendre cette première enveloppe, si ça ne te dérange pas, et tu nous dis ce qu'il y a dedans. Il y a des outils. Aïe, aïe, aïe. Sûrement. Là, je suis curieux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Une partie de mon passé, de notre passé. Ouais. Ok. Des graphes. Il faut que je mette dans le bon sens. Ok. Tu peux montrer. Je vais montrer à l'écran. Good. Oui, comment tu as. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et surtout comment es-tu arrivé à graffer? Moi, je graffais vraiment à un niveau très bas. Tu vois, je taguais. J'ai fait une émission de danse à l'époque. Enfin, une émission qui s'appelait C'est pas juste à l'époque. Je suis tout petit. J'avais 13 ans, je crois. Et c'est des grands qui m'avaient envoyé là-bas pour gratter des bombes.
Ils m'avaient envoyé là-bas pour gratter des bombes, gratter des murs et tout. Et ils avaient fait dans le reportage comme si moi je graffais. Je faisais juste les hotlines. Tu vois, je repassais juste derrière le graphe. Mais moi j'étais un tagueur. Je défonçais des trains en fait. D'accord. Quand j'étais plus jeune, Bah, ma mère me frappait justement par rapport à ça parce que mon nom de famille c'est Sonné et mon nom de tag c'était Sonneur. Donc elle voyait, tu vois. Et en plus elle voyait des papiers chez moi. Tu sais quand tu t'entraînes là. Mhm. Les O, les N. Et du coup voilà, c'est pas bien. Mais ouais, on défonçait des trains. Tu vois, ce qui me plaît dans cette époque-là, c'est que tu étais danseur, tu gravitais avec des mecs des gangs, Mm. tu allais chez un DJ, t'essayais le DJing, je rappais, tu taguais, tu faisais tout de la culture. Ouais. Et ça, même le graphe, si tu veux, je dis je suis pas graffeur, mais j'ai été dans des entrepôts graffés, j'ai été dans des garages graffés, tout ça. Mais c'était pas, voilà, j'étais pas très bon, quoi. Tu vois. Ouais. Mais oui, j'ai graffé avec les mecs comme Skeo, du Bois de Grâce, enfin des potes à moi, quoi. Mais si tu veux, les TKS, c'était un groupe aussi où il y avait justement les danseurs, les rappeurs, les DJ, les beatboxers, parce qu'on oublie souvent ça, C'est vrai. la c'est vrai. beatbox. Parce Et, que, bah, justement, quand on parle de culture, il y a plusieurs identités dans le mot culture. ouais. Et souvent, on n'en parle pas. Et toi, tu peux nous expliquer un peu, en tout cas expliquer à nos éditeurs, justement, c'est différent. Ouais. Bon, bah, la concept danse. du hip-hop. La danse, vous connaissez, le rap, vous connaissez, le DJing, donc tout ce qui touche à l'art de mixer, etc., etc. Après, il y a le beatmaking qui s'est rajouté. La plupart des DJ se sont mis dans le beatmaking, grosso modo. Il y avait donc le beatbox. La beatbox, Ouais. c'est tout ce qui consiste à l'époque, comme on n'avait pas forcément les moyens, et que ça vient des States, hein, on n'a rien inventé, mais comme ils n'avaient pas forcément les moyens de tout le temps avoir des sonos, parce que les sonos à l'époque, parce que les gens ils comprennent pas aujourd'hui. Là, avec ça, tu as une caméra, tu as la musique, tu as tout. À l'époque, tu n'avais pas ça. Rien du tout. Tu avais un poste comme ça, qui pesait 15 kilos, Que tu et quand tu portais. rajoutais les piles, ça te faisait 20 kilos. Parce qu'il fallait 9 piles ou 10 piles dedans. Non, mais c'est vrai. Non, c'est Et eux, ils chargent, tu sais, ils se rendent pas compte. Mais nous, c'était un combat pour avoir de la musique. Et en plus, quand tu ramenais ton poste, tu le mettais à fond, les piles, elles duraient quoi 2 heures. Exactement. 2, 3 heures. Donc, du coup, il y avait la beatbox. Et donc, quand on n'avait pas l'occasion d'avoir des postes, on faisait de la beatbox. Quoi. Et donc, c'est ce qui consiste à faire de la musique avec sa bouche. Voilà, et puis après, le graphe, j'en ai parlé déjà. Voilà. C'est la culture hip-hop. Il y a des gens qui disent qu'il y a 5 piliers, donc danse, DJing, graffiti et rap, et knowledge. Moi, je pense que la beatbox, c'est le 6e pilier, quoi. Ouais, Ouais, du oublié, hip-hop. C'est mais vrai quand qu'on même. un petit peu oublié parce qu'à l'époque, quand c'est arrivé, c'était pas pratiqué par beaucoup de gens. Ouais. Il y avait Ça très cartonnait. peu. Mais ça cartonnait Ouais. parce que on découvrait ça. On disait, mais on fait autant de choses comme ça avec sa bouche. On faisait les charlets, le beat, la basse, le kick. Et tu avais très peu de personnes. Mais, même aujourd'hui, quand tu vois, ça a évolué, certes. Mais c'est encore un petit peu oublié quand même. Non, c'est complètement oublié. Et puis après, il y a des gens comme Eclipse, des gens comme Razel de The Roots et tout, les masters. Mais Qui bon, représentent toujours la chose, quoi. C'est vrai que les jeunes, là, tu leur parles de beatbox, je suis même pas sûr qu'ils sachent. Non, c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment très peu. Ils ont essayé un petit peu de sortir, mais ça a touché très peu de monde, quoi. Il y a que vraiment quelques-uns. Justement, toi, tu es particulièrement connu pour ton rôle dans l'émergence du Smurf. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu à quel moment tu as eu l'idée de vraiment poursuivre ton art et faire en sorte que ça devienne un petit peu ton leitmotiv et surtout comment as-tu ramené les gens autour de toi pour pouvoir... En fait, déjà, le Smurf, nous, on l'appelle comme ça. Ouais, c'est Mais ça. il y a plein de gens qui l'appellent pas comme ça parce que c'est un nom typiquement français. D'accord. C'est un nom qui est né avec HIP, HOP, avec Sydney, etc. Mais normalement, ça s'appelle le popping, le boogalooing, etc. Moi, je continue de m'appeler Oui, Smurfer. parce que je te coupe pas, mais il y a plusieurs danses autour de ça. Exactement. C'est pas que le Smurf comme on l'a connu. et comme on l'a connu, Ouais, c'est ça. mais t'as... C'est le logging, ça. T'as encore des restes. Hein. On essaye quand même. Oui, donc explique-nous un petit peu ça. Bah, en fait, le Smurf, ce qu'on appelle le Smurf, nous, c'est le mélange de justement waving, gliding, donc les patins, roboting, animation, enfin tu vois, c'est un mélange de tout ça, boogalooing, etc. Mais en fait, la vraie appellation, c'est popping boogaloo.
Voilà. D'accord. Mais moi, je continue à dire Smurf. Et les jeunes, ils me disent, mais c'est bon, le Smurf, on ne connaît pas. Voilà. Mais pour nous, c'est important parce que C'est important, on c'est a la grandi. base. C'est comme si tu disais à quelqu'un, tu as grandi au Cap-Vert, par exemple, c'est un exemple. Et on te dit, non, le Cap-Vert, ça ne s'appelle plus Cap-Vert, ça s'appelle le Vert-Cap. Ouais. Tu diras non. Pour moi, ça s'appelle le Cap-Vert. C'est un peu comme les anciens avec le franc, etc. Exactement, Tout, exactement. Et, Et du coup, c'est difficile d'enlever quelque chose comme ça. Mais du coup, comment j'ai perduré, comment j'ai continué à faire ça, bah, je tiens à signaler quelque chose quand même, c'est que vous avez été la génération juste un peu avant nous, Mm. et beaucoup d'entre vous ont arrêté parce qu'ils devaient travailler. C'est-à-dire que la danse s'est développée grâce à vous et la génération d'avant. Moi, je considère que je suis la 3e génération. Et les tout premiers, ils ont dû travailler. Les deuxièmes, bah, il y en a plein qui ont dû travailler. Et ils ont passé un flambeau au 3e. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on s'est servi un peu de tout ce qui est les fondations qui avaient été créées par les plus anciens. Et je dis pas ça parce que tu es là, mais c'est vraiment ça. Tu vois, après, vous avez taffé, vous avez fait de la musique, etc., etc. Mais il y en a plein qui ont taffé, qui ont arrêté la danse. Mais est-ce que tu penses que c'est dû à ça ou c'est plutôt une forme de résilience? Je veux dire, quand tu aimes quelque chose et que tu crois en ça, tu essaies. Pour moi, j'ai l'impression que ça a plus été quand on a une passion et qu'on aime cette passion Ouais. et on le torche, on le pousse, on va loin parce qu'on a envie de réussir dedans, parce qu'on a envie à un moment donné de faire quelque chose avec. Et est-ce que c'est pas ça la différence entre toi et moi ou entre toi et d'autres? Moi, après, je suis passé dans autre chose. Ouais. Mais la passion, elle est là. Oui, la passion, mais il y en a plein qui ont arrêté, peut-être parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus cette passion, ou peut-être, comme tu disais, le travail aussi, il y en a, ils ont peut-être eu des enfants, et à un moment donné, il fallait qu'ils aient travaillé, donc du coup, ils sont partis. Moi, je pense que c'est beaucoup social. C'est-à-dire que les mecs, ils ont arrêté parce que derrière, il y a ta mère qui dit hey, tu vas pas aller danser, faire le zoulou dans la rue, là, parce qu'il n'y a pas d'heure, tu vois. Donc, il va travailler. Et je pense qu'il y a une pression sociale des parents qui ont dit hey, c'est bien, tu danses bien, mais mon fils, ma fille va travailler, quoi. Ouais, va travailler. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont lâché aussi parce qu'ils dansaient pour les meufs ou que c'était pas des vrais passionnés. Mais il y a des vrais passionnés qui ont dû aller travailler. Moi, j'ai connu des gens qui allaient travailler la mort dans l'âme, mais qui nous ont vus après et qui ont dit ah, vous avez continué, c'est cool. Mais c'est sûr qu'il y a la résilience. Parce que quand tu danses ou quand tu fais un art comme la musique, il faut la résilience. Si tu n'as pas ça, c'est mort. Je suis d'accord avec toi. Non, on s'est battu pour ce qu'on aime, c'est sûr. Comment perçois-tu les autres piliers du hip-hop aujourd'hui? Aujourd'hui? Ouais. mais aujourd'hui, je vais être très dur. Sois dur. Mais je vais être très vrai. Il y a des rappeurs qui ne savent même pas ce que c'est que le hip-hop. Il y a des graffeurs qui ne savent même pas ce que c'est que le hip-hop. Il y a des danseurs, des danseuses qui ne savent même pas ce que c'est que le hip-hop. Ce lieu-là, là, c'est dur ce que tu dis. c'est dur, mais quand tu vois les gens qui vendent vraiment des disques, et je critique personne, hein, mais je ne vais pas donner de nom parce que je me fais encore des ennemis, mais des gens qui remplissent des stades, des gens qui remplissent des Bercy, des ceci, des cela. Ils mettent des danseurs, des danseuses qui ne respectent même pas vraiment, qui ne payent même pas vraiment bien, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la culture. Ils ne savent pas par quoi la danse est passée. Et c'est un exemple. Et je pense qu'il y a une division à un moment de toutes ces disciplines qui font que les gens se sont égarés. Parce que normalement, la culture hip-hop, c'est un message que positif et constructif. Je suis d'accord. Tu vois, même s'il y a même si on relate des faits, comme Booba l'a fait, comme d'autres l'ont fait, ça reste une caméra ou un haut-parleur qui dit des choses. Mais maintenant, quand tu vois les artistes, quel est le message? Nous, on avait un message. Hein. Il y avait la transmission, il y avait l'histoire, il y avait la culture, il y avait l'africanité, il y avait comment on est arrivé ici. Enfin, tu vois, il y avait là c'est le rap conscient a été balayé, quoi, tu vois. Et c'est un exemple, mais juste pour te dire, la culture hip-hop aujourd'hui, c'est quoi? C'est 1 pour 1000. 1 pour 1000, c'est 1 pour 1000. 1 pour 1000. Mais justement, c'est dû à quoi? D'après toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à l'évolution? Est-ce que c'est dû à un manque de transmission de la part des anciens? Parce que c'est aussi ça, quand tu veux... quand on souhaite que quelque chose perdure, il faut le transmettre à cette nouvelle génération. Est-ce que c'est dû à tout ça?
Bah, moi, Parce que ça peut être fait par les anciens. exactement, c'est qu'on a une responsabilité aussi. C'est que moi, j'ai commencé à créer une école quand j'ai été au Japon et j'ai vu que là-bas, la culture hip-hop est respectée. C'est-à-dire que l'ancien, il a encore une valeur. Il y a une hiérarchisation. Et je ne suis pas pour un truc vraiment, tu vois. Mais quand même, tu vois, il y a des jeunes qui ne savent pas qui a créé quoi en France, qui a fait quoi, qui a fait évoluer quoi. Tu vois, et je trouve que quand tu connais pas ton histoire, bah, tu es égaré finalement. C'est un peu ce qu'on dit sur l'Afrique aussi. Tu vois, le sage dans la cour qui donne le message aux autres. Et il y a une espèce d'harmonie, une hiérarchisation qui peut sembler négative en 2025 pour les jeunes, parce qu'ils ne veulent plus ça. Mais ces jeunes ne veulent plus ça, mais on voit où ça les mène. C'est-à-dire que là, il y en a beaucoup qui sont égarés, qui ne savent même pas où ils vont. Je suis d'accord avec toi. Tu les vois, ils ne savent plus parler. Parce que moi, même quand je regarde des reportages de l'époque, nous, on était des enfants de la rue quand même. On était tout le temps dans la rue. Mais on s'exprimait bien. Ça s'exprimait bien. Tu regardes même, j'ai vu un truc où Joey Star, il parle. Pour les gens, Joey Star, c'était une caïra. Mais quand il parlait bien. Il parlait bien. Maintenant, tu entends parler les jeunes, tu entends parler les rappeurs et tout. Tu dis, mais c'est grave. C'est grave. Et toi, tu écris des textes. Donc, du coup, tu dis, bon voilà, il y a plein de trucs qui se perdent. Mais c'est pas que c'était mieux avant. C'est juste que c'est super maintenant, mais qu'il faut revenir à un truc, je pense, où on sait qui a fait quoi et surtout qu'on respecte les anciens. Parce que l'ancien, c'est le témoin. S'il n'y a plus de témoin, il n'y a plus de futur. Il n'y a plus de futur. Et je te vois, mais est-ce que toi, tu as une idée de la manière dont on peut faire ça? Comment on peut éduquer ou faire en sorte d'éduquer les jeunes et les futurs jeunes? Mais c'est parce que moi, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a pas de... là, tu parlais de... les jeunes ne connaissent pas la culture hip-hop, en tout cas en France, ou qui a fait ça, ou qui ont fait certaines choses avant eux. Mais est-ce que c'est pas parce que ça manque de médias, d'informations, c'est-à-dire nous-mêmes, on ne fait pas assez de choses pour pouvoir montrer aux jeunes, ou en tout cas les inviter en leur disant voilà ce qui s'est passé avant, au niveau de la culture, regardez ce qui s'est passé et regardez où vous pouvez aller si vous prenez un petit peu ce qui s'est passé avant en regardant ce que nous on a fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a 3 aspects intéressants. C'est que, je pense que des gens qui font des choses, il y en a beaucoup. Mais on n'a pas la puissance économique pour promouvoir ce que ces gens-là font. Par exemple, ton podcast. Moi, j'ai fait d'autres podcasts super intéressants aussi. Mais quand les gens regardent, c'est 600 vues, 1000 vues, 2000 vues. Alors, peut-être que je ne suis pas intéressant, tu vas me dire. Mais quand tu vois des médias comme Bouscapé, d'autres médias, qui ont derrière des grosses machineries et qui ont les moyens de diffuser les choses, qui ont les moyens de booster sur Instagram, sur Facebook, etc., ça change tout. Donc moi plutôt, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a plein de gens qui font des belles choses aussi, il ne faut pas être que négatif, mais qu'est-ce que font nos entrepreneurs? C'est-à-dire que nos footballeurs, nos basketteurs, nos chefs d'entreprise, au lieu de réinjecter de l'argent dans la culture qui les a bercés et qui a fait ce qu'ils sont aujourd'hui, ils font autre chose. Ils investissent dans autre chose. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier, dans les bagnoles, tout ça. C'est leur problème. Mais une petite partie de dire, bon, tu vois, toi, tu connais plein de sportifs. Bon, Mars, moi, je te donne 0,5%, 1% de ma fortune pour développer ton média. Ouais. Mais parce que si eux ne font pas ça, mais on n'y arrivera pas. Enfin, on y arrivera, mais dans très longtemps. Par exemple, moi, mon école, j'ai pas de subvention externe. J'ai pas de gens qui sont venus me dire ouais, voilà ça. Toi, ton club de boxe, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui t'ont suivi, mais il y a plein d'actions nobles qui sont pas suivies. Et la troisième chose, le troisième facteur, c'est les réseaux sociaux. Un petit, tu vas lui dire, enfin un plus jeune, tu vas lui dire, tu sais que, mais tu vas le saouler. Et le mec, 3 secondes d'attention, il swipe. Donc toi, tu vas arriver, écoute. Ça y est, il a déjà. Tu vois ce que je veux dire? L'attention. Tu as déjà perdu. Voilà, on a perdu. Et deuxièmement, par rapport aux réseaux sociaux, tu vas lui parler, il va faire quoi? Bruce, combien tu as sur les réseaux sociaux? Oh, il a que ça. Moi, j'ai 300 000 avec un truc bidon. Il va pas m'écouter. Et c'est ça le plus gros piège et le plus gros fléau dans lequel on est actuellement, je pense. Parce que quelqu'un à qui tu dis toute sa vie, ouais, like, flamme. Like.
Un grand, il arrive, il dit non, ce que tu fais, c'est pas bon là. C'est pas terrible. Mais il pourra pas t'écouter. Parce qu'il est rempli de dopamine. Toi, tu vas le ramener à une réalité qu'il veut pas entendre. Et donc ça, pour moi, c'est un problème. C'est une force, les réseaux sociaux, mais c'est aussi un gros fléau et un gros problème. Après, dans le rap, c'est différent. Le rappeur, il fait ça. Je fais Bercy. Et il remplit Bercy. Ça, c'est positif. Mais quelle sorte de rappeur c'est? Quel est son message, etc. C'est ça. Ouais, ça a beaucoup évolué à ce niveau, quoi, tu veux dire. Mm. Au-delà de la danse, comment perçois-tu, ouais, justement, non, tu as été un des acteurs majeurs plutôt de la structure du mouvement hip-hop, de par ta structure que tu as montée. Quelle évolution, justement, toi, tu vois un petit peu là-dedans aujourd'hui? Merci déjà, c'est cool. L'évolution ne se passera, et c'est pas que je suis pas capitaliste, hein, je suis un businessman. D'accord? Je suis pas capitaliste. C'est différent. L'évolution, elle se fera que par l'économie. Et par quelqu'un qui sait driver l'économie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu as une structure et que tu as d'autres structures naissantes, par exemple ici c'est l'État. Tu ne pourras jamais te battre contre l'État financièrement. Le jour où tu fais une structure similaire, demain, il rajoute 100 000, voilà, tu n'auras jamais la même force de frappe. Donc comment nous, on peut gérer les choses pour que ça évolue? Je pense que ça passera par l'économie et par des chemins économiques. Et après, par le savoir et par la restitution du savoir. C'est-à-dire qui a fait quoi, il faut respecter qui, etc. etc. Et justement, si je te dis 2002, Ouais. c'est là où tu as, si je ne me trompe pas, où tu as créé Juste Debout. Tu l'as créé tout seul ou tu l'as créé en réfléchissant à un business plan, à un marché, en disant ok, moi je sais que le hip-hop, ça vient de la rue, aujourd'hui j'ai la chance de continuer à le faire, j'ai envie vraiment de créer un business pour pouvoir apporter des choses à d'autres jeunes. Ouais. Ou est-ce que tu es parti tout seul dans l'aventure sans t'entourer de professionnels, parce que tu parlais justement, mais pour avoir un vrai business plan, il faut être entouré. Si tu n'es pas bien entouré, moi aujourd'hui, le podcast, je ne peux pas le faire tout seul. J'ai une équipe derrière moi. Et que ces personnes, s'ils ne sont pas avec moi, on n'avance pas. Et toi, justement, en 2002, quand tu as décidé de dire, ok, j'adore le hip-hop, j'ai envie d'apporter quelque chose aux jeunes, j'ai envie de faire quelque chose, comment tu t'y es pris? En fait, déjà, il faut savoir que quand j'ai commencé en 2002, j'ai commencé en 2002, j'ai commencé en 2001 d'abord. C'est-à-dire j'ai commencé en 2001 en amenant mes meilleurs élèves, les élèves les plus motivés à New York. Donc j'ai fait un projet avec la MJC, Victor Jara, tu vois, et j'ai été voir Pascal Gibert, un directeur. Il m'a dit vas-y, je t'aide. Donc mortel, le mec il m'aide. J'envoie mes élèves, je dis l'année prochaine je veux refaire, mais je veux faire venir les profs en France. Et après ça, je fais un événement qui s'appelait Juste Debout. Mais au début, je ne sais rien de tout ça. Donc c'est un peu des deux. Tu veux, je sortais des 10 commandements, donc grosse comédie musicale, et moi je suis quelqu'un d'assez curieux dans le business. Donc je demande au producteur, mais ça coûte combien ça? Je ne les lâchais pas. Ouais, comment t'as fait? Est-ce que tu avais des sous à la base? Non, Dovatia qui a fait ça. Oui. Il me dit non, moi j'avais pas de sous à la base. Bon, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais le mec, il m'explique 2-3 trucs et je fais, moi c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que dans ma tête, je voulais déjà faire de la production. Mais si tu veux, quand je fais Juste Debout, je ne sais pas que ça va prendre cette ampleur-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas que je pense. Mais donc tu es parti comme ça dans l'aventure. Je suis parti avec la MPT Victor Jara, Truand, un des danseurs de Jara, avec qui on est allé à New York, et Patrick Solé, que tu connais aussi, Black Soli, tous ces mecs-là qui sont restés au MJC. Et, voilà. Et après, j'ai dit, vas-y, l'événement, il prend une ampleur incroyable, je ne peux plus rester à Jara, est-ce que vous me suivez? Bon, ils n'ont pas voulu me suivre parce que ça devenait trop gros, donc j'étais à Paris, mais je me suis ramassé plein de fois. J'ai coulé des boîtes, j'étais pas entouré. Non, mais j'ai coulé 3 boîtes dans ma vie, sur 7. Donc, tu vois. On dirait pas. Ouais, mais oui, mais parce que j'ai personne. J'ai pas de père qui me donne de l'argent, j'ai pas de mère qui me donne de l'argent, j'ai pas de business angel. Tu vois, donc je me construis par moi-même, je fais des erreurs, j'ai fait ça. Et j'ai appris par moi-même, ça a pris du temps. Justement, tu dis que tu as coulé 3 boîtes et où as-tu trouvé cette force pour pouvoir recommencer, repartir? Parce que ça qui est intéressant, quand on revient par rapport à hip-hop, où on dit ça a évolué, que les jeunes n'ont pas su, etc. Tout, toi, en tant qu'entrepreneur,
tu dis, j'ai coulé 3 boîtes avant d'être là où je suis encore aujourd'hui. Ouais. Bah oui, parce que. Et où as-tu trouvé la force pour pouvoir continuer cette résilience, pour continuer à dire, je lâche pas? Ah, Camer, c'est déter. Hein. Découragement n'est pas ivoirien, comme on dit, mais un Camer, c'est déter. Non, non, je pense que. En fait, c'est la passion qui m'a porté. Vraiment, c'est la passion qui m'a porté. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire ça si t'aimes pas ce que tu fais. Il faut savoir une chose que. Bah, je pense que tu sais. Quand tu as commencé à faire Time Bomb, tout ça, tous tes amis, et une partie de tes amis, ou alors tes proches, il y a une partie de tes proches qui commence à changer. Tu vois, tu connais. Donc, quand j'ai fait Juste Debout, il faut savoir qu'il y a une partie de Paris qui m'a détesté. Et des gens avec qui je dansais, tu vois. Et donc ça, si tu te mets pas ton ego de côté et si tu te dis pas, moi je fais ça pour la danse et pour la passion pour la danse, c'est dur. Ouais. Donc c'est la passion qui m'a porté avant tout, mais c'est aussi parce qu'on est du quartier. Tu sais comment ça se passe. On t'envoie au tapis, tu remontes, tu lâches pas l'affaire. Tu prends un crochet, tu poses le genou, mais tu remontes derrière. Exactement. Non, je comprends tout à fait. On va pas, voilà, on est plus ici pour toi. C'est vrai que nous aussi, Time Bomb, quand on a démarré, on est vraiment parti comme ça, sans forcément réfléchir à un. C'était plus la passion au départ, voilà. Attends. Le business nous a rattrapés après. Excuse-moi. Parce que Time Bomb, les gens qui ne connaissent pas Time Bomb, il faut savoir que dans l'histoire du hip-hop, pour moi, il y a 2 compés qui ont changé la vie du hip-hop en France. C'est Rap Attitude, donc l'une des premières compils, on va dire. Peut-être que je me trompe, mais excusez-moi si je me trompe. Rap Attitude et Time Bomb. Ce monsieur-là, que j'ai à côté de moi, Mars, avec Sec, DJ Sec, DJ Sec. voilà, qui était dans TKS aussi. Voilà, et Ricky, Et Ricky. qui est mon frère, Ok. l'homme caché. Ok. Ont créé Time Bomb. Et Time Bomb, c'est le début du. Pour moi, c'est le début du nouveau rap. En fait, je peux pas dire ça, mais par rapport à. Tu vois, le rap à l'époque, c'était vachement rapide, rap attitude et tout. Et quand Time Bomb est arrivé, il y avait d'autres sonorités, d'autres. Voilà. Le hip-hop langoureux est arrivé aussi avec. Et ça a révolutionné. Tout le monde du hip-hop de l'époque connaît Time Bomb. Lunatic, Booba Ali, Oxmo Puccino, comment il s'appelle Pete Bacardi. Pete Bacardi, Les Jedi. les Jedi. Ouais. Enfin, il y avait aussi Click, je n'ai plus de balles. Et Polo, oui, Polo. Non, pas Polo. Zico. Zico, Diable Rouge. Ouais. Enfin voilà, que des trucs de malade. Et donc c'est important parce qu'il dit Time Bomb. Non, c'est très important de replacer Même l'église au centre du village. Nous sommes là pour toi, monsieur. Oui, mais non, mais moi je le dis quand même, parce que c'est important. Parce que c'est bien de mettre les autres en avant, mais il faut quand même le dire. Et je pense que Merci. on a tous acheté le CD, quoi. Moi j'ai encore le CD chez moi. Ça faut le regarder, c'est un collector. Ah, mais c'est un collector. Je vois qu'il y en a plein qui se font de l'argent dessus aujourd'hui. C'est vrai? J'entends des prix sur les Non. vinyles. Ah si. Bah, c'est bien. J'entends des prix Bon, sur dommage, les t'as pas- tu vinyles. récupères, ou? Ah, mais non, je les récupère pas, c'est ça le problème. C'est ça. Bruce, moi, il y a un truc qui m'a impressionné, c'est le jour où tu as fait Bercy. Je me dis, mais comment Bruce a pris la danse de rue que nous pratiquions pour le ramener à Bercy, aujourd'hui, Core Arena. Donc, anciennement appelé Bercy. Pour moi, c'était, je me rappellerai, je crois que c'est la première que j'ai assisté et j'ai trouvé ça énorme. Je me dis, mais la danse qu'on pratiquait dans la rue, il a réussi à ramener ça à Bercy. Comment tu fais ça? Avec franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup de détermination et beaucoup de travail, ça c'est sûr, avec des équipes incroyables aussi. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont avec toi, mais moi, il y a eu des gens qui sont avec moi qui m'ont aidé, même si j'étais le cerveau, il y a eu des gens qui m'ont aidé. Et d'ailleurs, comme on parle vrai, je voudrais m'excuser parce que j'ai vraiment été un rouleau compresseur avec des gens. J'ai été vraiment très dur parce que tu n'arrives pas à ce niveau-là sans concession et sans dire à un moment, je vais là-bas. Et tu me suis ou je Tu m'en ne fous. suis pas, mais Voilà, c'est ça. moi C'est ce que je veux j'avance dire. quoi. Et ça, humainement, ça a été très dur pour beaucoup. Et donc, je voudrais m'excuser pour tous ceux que j'ai blessés. Mais si tu veux, à un moment, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas nous qui sommes importants. C'est la mission, c'est la danse. C'est la culture hip-hop. Donc, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui disent « Ouais, mais il est dur, il est chiant. » Oui, mais ce n'est pas moi là. On ne parle pas de moi. On parle de ce qu'on va arriver à faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. La détermination première. La deuxième, c'est la mission. Et la troisième, c'est ce que je voulais dire, c'est que dans les médias,
dans des endroits institutionnels, ils nous font croire qu'on n'est pas puissant, qu'on n'est pas important, que c'est une niche. J'entends souvent ce mot-là. C'est une niche. Le hip-hop, c'est une niche. La danse hip-hop, c'est une niche. Non, c'est pas une niche. C'est pas du tout une niche. Il y a des millions de personnes qui kiffent ce que tu as fait, ce que j'ai fait, ce que les autres font en hip-hop, en real hip-hop. Et il y a des gens qui veulent nous faire croire, ouais, mais si tu mettais un petit peu de musique comme ça serait mieux. Si tu dansais un peu plus contemporain, ce serait mieux. Non. Les gens, ce qui nous a attirés, nous, c'est la vérité, l'authenticité du mouvement, l'authenticité du mouvement dansé. Tu laisses parler ton corps. Exactement. Et même et ton cœur. Et même et quand tu rappes, voilà. Et c'est ce côté primitif. Moi, quand je dis primitif, tu vois, il y a plein de gens qui disent que le côté primitif, c'est négatif. Et c'est Kazek qui avait dit ça d'ailleurs, super bien. Non, le côté primitif, en fait, c'est le côté primaire. C'est l'instinct, c'est le cœur. Tu peux le prendre de deux manières. Soit tu prends de manière sauvage, soit tu prends de manière positive et du cœur. Et donc, j'ai fait ça de manière primitive en disant ça, non, ça, j'en veux pas. Ça, en étant aussi déterminé des partenaires que j'allais avoir aussi. J'ai dit non, moi, j'ai dit non à des subventions, j'ai dit non à des femmes de président, j'ai dit non à plein de choses pour arriver là. Et j'ai eu plein de bâtons dans les roues aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'y suis arrivé parce que il y avait du monde autour. C'est-à-dire que j'y suis pas arrivé. On y est arrivé parce qu'il y a des millions de danseurs dans le monde. Et donc, faire Bercy en soi, c'est juste un juste retour des choses. Parce qu'il y a du monde, en fait. Et toi, aujourd'hui, comment vois-tu l'évolution du hip-hop en France? De la culture hip-hop, si tu veux. De la culture hip-hop. La culture hip-hop, je vais pas être méchant, mais la culture hip-hop... En fait, la culture hip-hop, pour moi, elle s'est arrêtée dans les années... Enfin, quand je dis ça, c'est un peu chaud. Mais la culture hip-hop, graphe, rap, danseurs ensemble et tout, ça s'est arrêté dans les années 92, 93. T'es dur, là. Ah oui. Ah ouais. Mais quand les rappeurs ont commencé à prendre le lead à la télé et qu'ils ont oublié les danseurs, ils ont oublié les graffeurs, ils ont oublié les beatboxers, etc. Quand les rappeurs ont commencé à faire du business avec la télé et qu'ils ne voulaient plus de danseurs derrière. Tu vois, la culture hip-hop, dans son entièreté, pour moi, elle s'est arrêtée en 92-93. Bien sûr, elle continue, mais c'est éparse. Mais voilà. C'est pas pareil. C'est dispersé, en fait. Tu vois, c'est rap d'un côté. Donc, là, il y a un semblant de... ça. Tu vois, il y a des rappeurs qui commencent à récupérer des danseurs, des graffeurs, etc. etc. Mais ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Et l'évolution, ça sera que économique. Donc tu penses qu'on ne reviendra plus, où il n'y aura plus cette culture de rue, cette chose qu'on a tous vécu nous, tu penses que ça ne reviendra plus et que c'était récupéré déjà ça a été déjà c'est bien. Il n'y a pas d'essentiel, c'est vrai. Non, ça a été récupéré. Surtout, moi ça ne me dérange pas. Encore une fois, un lieu comme ça ne me dérange pas. Mais donner l'argent aux acteurs. Aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes, redistribuer. Et je ne dis même pas que c'est de la faute de cet endroit-là, c'est de la faute de l'État qui a calculé et qui ne voulait plus se prendre la tête avec les petites associations. Alors que les associations, c'est le terreau social. Tu vois, et la mairie de Paris, elle a dit quoi? Elle a dit, on va avoir un interlocuteur qui va redistribuer. Alors qu'avant, c'était plein d'assos qui vivaient, etc. Donc, et c'est pour ça que je dis que ça sera que économique, parce que on sait ce que c'est maintenant, le hip-hop. Tu vois, on sait ce que c'est. Si on veut que ça évolue, parce que si tu parles d'évolution, ça sera jamais plus comme avant de toute manière. Pour moi, tu vois ce que je veux dire. C'est normal. Et c'est normal. Et deuxièmement, si on parle d'évolution, c'est toi maintenant, tu as un certain âge, j'ai un autre cerveau, j'ai une autre mentalité. Et du coup, comment on donne le flambeau et comment on donne de l'énergie, donc l'énergie physique, l'énergie monétaire, l'énergie à des jeunes qui veulent créer. Moi, quand je parle d'évolution, c'est juste rester vrai. Ah mais tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, il y a des millionnaires qui sont vrais. Hein. C'est juste ça. Comme il y a des gens du hip-hop qui sont corrompus jusqu'à l'os. Tout à l'heure, tu parlais des 10 commandements. Justement, tu as été invité, moi je me rappelle, dans les années un petit peu 90, tu passais beaucoup à la télé, tu faisais une émission sur la danse. Comment tu as été approché pour pouvoir participer à ces émissions? Et les 10 commandements, par exemple, ou même les personnes avec qui tu as pu danser dans ta vie, comment tu as été approché? Est-ce que c'est de par ce que tu faisais, ou est-ce qu'il
c'est des connaissances qui t'ont mis sur des projets. Alors, il y a un peu des deux, il y a un peu de tout, hein. Les 10 commandements, en fait, j'ai passé une audition parce que le sujet des 10 commandements avec l'Égypte et tout, ça me parlait. Ça te parlait. Tu vois. Et j'ai fait qu'une comédie musicale, c'est celle-là. Après, on m'a proposé d'autres, j'ai fait non, ça m'intéresse pas. C'est autant l'emporte les trucs là, ça m'a pas intéressé. Par contre, l'Égypte, parce qu'avec l'Égypte, il y a tout ce qui est en rapport avec le peuple. Oui, c'est clair. Et du coup, quand moi j'entends les 10 commandements, je fais waouh, il faut que je fasse ça. Donc je fais l'audition, je réussis. Et après, je ramène un pote à moi qui s'appelle Régis Truchy, qui évoluait avec Tony Mascotte à l'époque. Et du coup, c'était mortel, quoi. Mais il y a eu des auditions, il y a eu des gens qui m'ont appelé directement pour la télé. La télé, c'est Malika Benjelloun qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, il cherche un juge pour France O, Dance Street, je voudrais que tu sois avec moi. Je fais vas-y, let's go. Je suis allé passer le test, là. D'accord. Et puis voilà. Mais est-ce que dans ce qui te demandait, tu as fait presque ce que tu voulais ou tu étais obligé de t'adapter? Alors, justement, c'est pour ça que je dis, quand tu dis rester vrai, c'est important. C'est que France O, Dance Street, j'ai tout le temps eu un discours hyper vrai et je dérangeais énormément. Je sais pas si tu as vu une ou deux de mes émissions, mais j'étais très dur. Ah mais je sais, c'est pour ça que j'ai voulu à tout prix que toi. C'est pour ça que j'ai voulu à tout prix t'inviter dans notre émission, enfin sur ce podcast. Justement, c'est ce côté vrai de ta personnalité que moi j'apprécie. Donc Tu vois, et France O, je veux te dire, la production, il me kiffait, hein. Mais il disait, ouah, lui c'est chaud. Il y a des gens dans l'émission qui me détestaient, et il y a des gens qui venaient dans l'émission pour se confronter juste à ce que moi j'allais dire. C'est-à-dire les deux autres juges, ils comptaient, mais c'était Bruce, si ça passe, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ils avaient peur de toi, quoi. Ils avaient peur de moi. On l'a invité, mais ils m'ont dit genre des 10 ans après. Tu vois, ils m'ont dit, oh, non, mais nous. Donc ils m'ont dit 10 ans après. Et la troisième, en fait, j'ai fait 3 saisons. La 4e saison, j'ai dit ouais stop, ça m'a saoulé parce que tout simplement la production qui était cool, mais les vainqueurs, à un moment, ils leur donnent un petit plexiglas comme ça. Tu vois, un petit plexiglas, ouais, vous avez gagné Dance Street. Je fais, c'est quoi ça? Et devant tout le monde dans le catering. Je sais quoi ça? Vous respectez même pas les danseurs. Ça fait 3 ans qu'on fait l'émission. Donnez vraiment de l'argent, donnez. Le producteur est comme ça. Après, c'était compliqué, quoi. Et j'ai dit non, mais je veux plus faire partie de ça. Ils ont fait une 4e saison. Après, ça s'est cassé la gueule. Enfin, ils n'ont pas continué, quoi. Mais parce que je pense que dans une émission comme ça, si t'es pas vrai, ça n'a pas de valeur. Si t'es comment ça, tu vois, Danse avec les stars, ça tient pour moi, mais c'est de la merde. Tu vois, je veux dire, le décor mortel, les danseuses de salon, ballroom, tout ça, mortel. Mais c'est que du fake. Quand tu vois, il n'y a que du fake. Le mec, ouais, je mets 9. Mais 9, tu sais ce que c'est en danse, 9? 9 sur 10, tu sais ce que c'est en danse? C'est énorme. Mais genre, je suis à la limite, quand je te mets un 9, c'est que je suis à la limite de l'alarme. 10, alors là, c'est je vole. C'est-à-dire, 10, tu voles. Tu vois, je mets un 5. La note minimum, c'est 5. Mais non, tu mets un 1, tu mets un 2. Va bosser. La danse, c'est dur. Tu vois, et toute cette société-là. Donc, en gros, ils sont en train de fausser les donnes en montrant aux jeunes que. Bien sûr, que c'est facile. Genre, les sourires. Que c'est facile. Et tais-toi. Enfin, tu vois, c'est insupportable. Et du coup, moi, il m'avait appelé aussi pour Star Academy, là. Et j'étais à passer le test. Il m'avait appelé pour Star Academy, j'ai passé le test, tu vois. Mais j'aurais dit, moi, j'aurais dit cash. Hein. J'aurais dit, hey, vous m'appelez, c'est cool, je suis flatté, mais je ne ferai pas de concession. Donc, ça ne sert à rien de me prendre, parce que ça ne passe pas sur TF1. D'accord. Tu vois. Donc, voilà. À un moment donné, tu t'es pas dit, je vais faire le dos un peu rond, prendre l'argent, comme certains font, Non. pour essayer ensuite de pouvoir monter mon business, ou en tout cas faire grandir mon business? En fait, alors je vais te dire des choses. Je vais révéler des choses. Révèle-moi des choses. J'ai bossé avec l'Opéra de Paris. On devait faire le premier battle dans l'Opéra Garnier. Pas Bastille, Garnier. Donc c'est un truc de fou. Budget à... Énorme. Voilà. 6 chiffres. D'accord? Et pas, ça commence pas par un 1, par un 2, ni par un 3. D'accord? Gros budget. La meuf, j'envoie, parce que je suis un businessman aussi, j'envoie mon devis, je dis directeur artistique, Bruce Ikenji. Sur le contrat, directeur artistique, Bruce Ikenji. La meuf, au milieu du truc, comme elle voyait que je ne faisais pas le dos rond, parce que la meuf, elle voulait absolument que je mette une musique à un moment, et c'est de ça que tu parlais tout à l'heure. D'accord. Ouais, tu peux pas mettre cette musique, tu peux mettre celle-là? Je fais non. Ouais, mais attends, c'est nous qui payons, tu vois. Système colonial. Ouais. On te donne l'argent, donc tu fermes ta bouche. Tu fais ce qu'on te dit de faire. Je fais, mais attends. Tu me donnes de l'argent, mais toi,
Tu es payé pour que moi, je fasse rayonner ta structure. Tu n'es pas payé pour me dire ce que j'ai à faire. Tu es venu me chercher pour être directeur artistique. Donc laisse-moi décider de ce qui va se passer dans ton théâtre. La meuf, elle devient folle. Parce que, en fait, si tu veux, dans ces milieux-là, il n'y a pas de gens qui parlent comme ça. Pour des chiffres, Oui. c'est très, très rare, tu vois. Et du coup, la meuf, elle devient folle et tout. Elle me dit, ouais, mais non, elle commence à s'énerver. Ouais, mais t'es pas directeur artistique. La seule directrice artistique, c'est Aurélie Dupont, nan. Je fais, ah bon? Répète. Ok. Je te rappelle dans 10 minutes. J'envoie l'email avec le devis et avec le contrat. Je fais, tac. Je la rappelle, t'as lu le devis, t'as lu le contrat? Ok. Tu me reparles de ça, je t'envoie mes avocats. La meuf, elle est devenue folle. Elle m'a oui, tu l'as détesté. choqué. Ah non, je l'ai kécho. Parce que je suis gentil, je suis très gentil. Mais Mais quand en tu termes de commences business, quand Ah, tu gars. commences à... Non, surtout ce système colonial-là qu'ils ont. Si tu veux, c'était pour les 150 ans de l'Opéra de Paris et ils voulaient montrer que la culture hip-hop était intégrée. Ouais, c'est plus Et populaire. après, la meuf, elle me dit ça. Donc en fait, en fin de compte, c'est que de l'apparatique. Mm. Tu vois, tu mets une image, mais dans le fond, Mais au fond, on sait ce que tu veux faire. tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a ça. Il y a eu un moment une chaîne de télé qui a voulu me donner 40 000 euros. Il me dit, Nasty, là, le speaker, tu me le bouges, tu mets Anne Gaëlle, une Babtou qui était sympa, tu vois. Mais Nasty, c'est Nasty, tu vois. C'est mon co-présentateur, tu vois, depuis des années, au Juste Debout. C'est la voix du Juste Debout. Ouais. J'ai fait non. Donc 40 000 euros out. Ouais. Là, dernièrement, cette année, Arte, Ils t'ont appelé. ils m'ont appelé, on est en train de faire un deal. Et Arte, super équipe, rien à dire. Mais par contre, ils mettent un producteur entre Arte et nous. Et le producteur, il commence à me péter les boulons. Je dis, vas-y, j'arrête. À une semaine de l'événement. Et j'avais de l'argent en jeu. Je dis, à une semaine de l'événement. Lui, il me saoule, j'arrête. Arte, il m'appelle, non, mais attends. Ouais, mais gars. Mais ça, c'est justement... Et je me mets en danger. Hein. Non, mais tu te mets en danger, mais ça, c'est resté vrai pour moi, ça. Oui. Ça veut dire que tu as un certain respect de ta culture. Il y a des choses que tu as envie de faire, d'autres que Tu peux pas, ouais. tu n'as pas envie de faire. Et ça me fait rebondir un petit peu sur notre histoire, nous, de Timbom, où je me rappelle, je suis arrivé chez Bouno un jour. Et donc, on le faisait écouter un son qu'on devait sortir. Et l'aime pas de Charlet. Je regarde comme ça, je dis, quoi, t'es sérieux là? Il parle de quoi? De Charlet, Ouais. dans le sens, t'as dit, Ouais. si le Charlet, on pouvait Ouais, faire. ouais. Je dis quoi? C'est moi le producteur et toi, tu me parles de dire le Charlet dans mon sens. Là. Mm. Donc, et on s'est levé et je suis resté vrai dans mes bottes. Mm. Or, c'est ça aussi qui a fait que, après notre musique, elle s'est dévalorisée parce que tu as des gens qui ont joué le jeu, qui ont été dans son sens. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que je te disais, oui, quand on aime quelque chose, quand on est vrai dans ce qu'on est en train de faire et qu'on croit en ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas besoin de baisser ses frocs. Quoi. Ouais. Parce que. Argent en ou fait, pas argent, tu. Quand tu parles de tu Bouno, avances. parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, Bouno, c'est Laurent Bouno de Skyrock. C'est le pape. C'est le pape du- C'est celui qui place ton son ou pas, quoi. C'est le directeur de la programmation. Et donc, mais tu vois, il y a des gens qui confondent les moyens monétaires et aussi comment tu peux te regarder dans le miroir après. Tu vois, là tu n'es pas moins heureux que si tu l'avais fait. Tu vois, tu as fait autre chose, tu as développé autre chose. Et c'est ça aussi le hip-hop. C'est là, il y a une porte qui est bouchée, bon, bah, je vais me débrouiller autrement. Et c'est ça qui fait qu'on reste vrai. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand tu refuses un truc comme ça, bah, après, c'est dur, quoi. Tu vois, là, moi, Arte, j'ai refusé. J'ai fait le fier. Mais aujourd'hui, il faut payer des trucs, des Ouais, factures. des Et, factures, tu vois, c'est vrai. mais je peux me regarder dans le miroir. Et je peux expliquer aux gens, écoute, tu vas attendre un peu pour ta facture parce que là, j'ai eu ça, j'ai eu cette galère et tout. Et la personne qui est hip-hop aussi, elle comprend. Mm. Tu vois, elle dit, ouais, bon. Et donc, j'ai du soutien, tu vois. Mais on se met en danger tous les jours. Même si tu fais Bercy, c'est dur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment tu arrives à allier management et projet? Wow. Parce qu'on parle du business là. Management, j'ai été très mauvais manager pendant. J'étais très, très, très mauvais manager pendant des années. Et là, je commence à être un bon manager. Quand tu dis très mauvais manager, Bah, c'est... marche ou crève. D'accord. Tu vois, c'est, hey, moi, je vais là-bas, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais là-bas, tu me suis pas. Maintenant, je délègue beaucoup. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont appris aussi à côté de moi, donc je délègue beaucoup et je m'efface un peu plus. Je laisse les gens rayonner un peu plus. Avant, j'étais un peu plus égocentrique. Tu vois, c'était pas pour être égocentrique tout court, mais c'est parce que j'avais le sentiment que si je faisais pas, c'était pas bien. Mhm. Tu vois? Alors que si tu fais pas, c'est pas que c'est pas bien. C'est que ça sera pas fait comme toi tu veux exactement. Mais il faut l'accepter. Et donc maintenant, je délègue beaucoup plus.
Et donc ça c'est pour le management. Et pour l'autre c'est quoi? Le projet, tes projets que Les tu mènes, etc. les projets que je mène, j'ai énormément de Comment tu projets. arrives à faire le lien entre les deux? Je me fais des plannings drastiques sur ce qu'on a à faire, etc. etc. Et, et c'est de l'organisation. Vraiment, L'organisation. beaucoup d'organisation. Tu es danseur, chorégraphe. Tes influences viennent d'où quand tu décides de mettre en place tes chorégraphies, de travailler tes chorégraphies? Tes inspirations viennent d'où? Alors moi je suis pas chorégraphe, je m'estime pas chorégraphe. Je pourrais faire des chorégraphies, j'ai déjà fait des créations, j'ai déjà fait des chorégraphies pour les artistes, mais j'ai pas développé là-dedans parce que pour moi c'est pas un truc qui me plaît vraiment. Par contre je suis danseur, les inspirations c'est les OG, hein, Popin Taco, Régis, tu vois des gens, Sudi Céphile à l'époque, tu vois plein de gens qui m'ont inspiré, mais je suis pas chorégraphe. Il y a des gens qui aiment bien mettre danseur chorégraphe. Ouais. Non, moi je suis pas chorégraphe. Un chorégraphe c'est quelqu'un qui crée, qui ramène des choses. Enfin, et moi, justement, ce côté d'aller dealer, d'aller dans les institutions pour dire ouais, je voudrais tant d'euros pour faire ça. Enfin, quand tu es chorégraphe, tu es aussi. Faut que tu vendes un projet. Quoi. Ouais. Ouais, je fais un peu du business. Du business quoi. Ouais, Faut mais que ça m'a t'arrives à pas plu vendre. dans ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire que je voulais pas expliquer que j'étais bon. C'est normalement la personne elle vient me voir, elle sait que je suis bon, donc elle m'achète. Et là, ils savent que tu es bon. Mais faut que tu expliques. vendes Ah ton non, projet. moi ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ou alors il faut que tu ailles dans les bureaux de maisons de disques et il faut que tu dises moi je peux faire ça, je peux te faire cette chorégraphie pour moins cher que l'autre là. Non mais c'est comme ça qu'il y en a plein qui ont fait, hein, tu sais. Donc les mecs ils allaient Bien sûr, dans des Bien maisons sûr. et ils disaient moi je peux le faire moins cher. Bien Donc sûr. du coup. bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Et les maisons de disques, qu'est-ce qu'elles font? De toute Bah façon, oui. Ils dépensent moins de budget. Bah, bien sûr. Donc, Il va pas dire non. Ouais, c'est pas que des artistes quoi, tu vois, c'est des entrepreneurs. Donc, Il faut. On continue? ouais. Deuxième enveloppe, Aïe, je t'en prie. j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu m'as réservé là? Je mettrai comme ça. Le Cameroun ou la France, ou le Cameroun et la France? Alors? Bah écoute, je vais pas faire le mec, je vais pas faire le Farrakhan. Et moi j'ai vécu 5 ans au Cameroun, de 5 ans à 10 ans. Je suis pro-black, tu vois, mais je me sens plus français que camerounais, tu vois. Malheureusement, aujourd'hui, même si la France, il y a tellement de choses à dire qui sont incroyables. J'ai grandi la plupart du temps de ma vie en France. Ce serait hypocrite de ma part de dire non, moi c'est le Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Même si mon ADN, mon enfance, ma culture est en partie camerounaise, ouais, je suis plus raccordé à la France qu'au Cameroun. Et même si la France, je dénigre énormément la France parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais voilà. Donc même de par ton père, de la déjà, culture. moi j'ai perdu mon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Pardon. Ouais, non, je t'en prie, non, c'est ça, c'est-à-dire la culture que tu as eue. C'est ton père qui est camerounais, je crois, si Ouais. je ne me trompe pas. Voilà. Ouais. De par la culture de ton père, de ce qu'il t'a enseigné, de ce qu'il t'a donné. Bah, du coup, pas beaucoup parce que moi j'ai perdu mon père très jeune, à l'âge de 10 ans. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que je suis venu en France. Pardon. Quand mon père est décédé, je suis venu en France. Et donc, tu vois, la langue, j'ai pas, etc., etc. Maintenant, la danse, c'est lui qui me l'a transmise avec une cassette. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même. Ouais. Et les fêtes au village, etc., etc. Tu vois, mais oui. Et je vais dire un autre truc. C'est que le Cameroun, ça fait 40 ans que j'y suis pas allé, moi. Parce que j'ai pas fait D'accord. mon deuil. Oui. Je suis parti partout en Afrique. Enfin, partout. Plein de Mais pays d'Afrique. mais sauf au Mais le Cameroun. Cameroun, j'arrive pas. Tu vois? Et il faut que j'y aille, il faut que je fasse mon deuil. C'est pas Ouais, c'est évident. important. C'est important, c'est important. C'est Mais important. là, je me suis dit qu'à 50 ans, il fallait que j'y aille là. Parce que j'ai quitté là-bas à 10 ans. Donc tu as quitté là-bas à 10 ans et tu n'as pas de bribes de souvenirs ou de choses. Si. Ouais, c'est ça. Je Ben, sais de même toute où façon, j'habite là-bas. Ah ben, c'est pour te dire. Donc moi Ouais. aussi, je suis arrivé à peu près à l'âge de 10, 11 ans en France et Tu connais. j'ai les meilleurs, Mais oui. enfin mes meilleurs souvenirs en tout cas. Mais bien sûr. En tout cas dans ma mémoire, c'est l'Afrique. Mais bien sûr. C'est l'Afrique. Le Quand vélo, je tu pars. je peux te donner chaque coin de rue. La nuit, tu es tout seul dans la pénombre, il n'y a personne. C'est pas comme ici. Ça, c'est Centrafrique. Non, moi c'est le Togo, Bénin. Togo, Bénin. Tu vois. Donc Ok. c'est vraiment. Non. C'est pour ça Mais bien sûr. c'est les meilleurs moments. Enfin, c'est une bonne partie. Mais bien Le sûr, tu petit es attaché au pays, tu es attaché aux couleurs, tu es attaché. Tu vois, moi, à la maison, c'est la guerre avec ma femme qui est ivoirienne. On se dit, ah, moi, je suis Cameroun. Tu vois.
Quand il y a eu la coupe, Oui, c'est vrai. la CAN, hein, c'était la guerre. Tu vois, mais je veux dire, faut pas être hypocrite. J'y suis pas retourné depuis, Ouais. tu vois. Même si c'est là et que j'ai Mais 40 ans, c'est énorme. c'est énorme. Non, C'est j'ai déconné, mais c'est plus fort Même que moi. tes enfants, tu les as jamais Non, ramenés. jamais. En Côte d'Ivoire, on y va Ouais. 2 fois par an. Mais Cameroun, tu Ouais. fais un blocage. Je vais d'abord y aller tout seul. Ouais, t'as raison. Prends ton temps. Ouais. Quelle était ta plus belle collaboration? Wow. Ma plus belle collaboration, bah, je crois que c'est. Les 10 commandements, c'était bien parce que j'ai connu beaucoup de danseurs que même aujourd'hui qui cartonnent aujourd'hui. Donc c'était cool. Mais il y a 3 belles collaborations, donc je vais aller dans l'ordre. Régis Truchy, qui est le parrain de mon fils, qui est un danseur incroyable, qui m'a ouvert sur plein de choses. Les 10 commandements. Et le clip avec Mystique. Mystique Scandalous. Ouais. Voilà, ça a été les plus belles. Puis après, il y en a plein d'autres, mais Et si Thomas, je résume, Ouais, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. si je résume, c'est celle-ci, quoi. Et ces collaborations sont venues à toi ou c'est toi qui... C'est un peu des deux. C'est non, les gens qui sont venus me chercher pour le Mystique, donc l'audition pour les 10 commandements, et Régis, bah, ça s'est fait naturellement, quoi. Mais, et puis après, il y a quand même une personne qui a beaucoup compté pour moi dans la danse, c'est Popin Taco, donc le chorégraphe de Michael Jackson pendant 18 ans. Il a été chorégraphe de Michael Jackson. Il est décédé aujourd'hui, pas à son âme, mais c'est un Américain qui a créé voilà, la plupart des mouvements que je fais, qu'on fait même. Ouais. Voilà. Donc lui, ça a été important. Quand je l'ai vu, on a dansé ensemble sur scène. C'est incroyable. Incroyable. Troisième enveloppe. Troisième Et dernier. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ça? Tu m'as piégé là. Non, pas du tout. Breaking aux Jeux Olympiques. Bon. Justement, moi j'étais à l'INSEP quand je faisais une formation et j'entendais ouais, le break va arriver au JO, etc. Je dis, bon, ok, ben, c'est bien, je vais pouvoir revoir des amis tels que Bruce, d'autres que j'ai connus dans le hip-hop. Moi, j'ai trouvé ça magnifique parce que moi, j'adore toujours ce qui part d'en bas et qui monte. Et à mon grand étonnement, pas de Bruce, je lis des choses, etc. Je dis, bah, tiens, bah, c'est l'occasion, on va en parler. Qu'as-tu pensé de ça et que peux-tu nous dire là-dessus? Alors, tu vois, c'est vrai que je bouffe même mes mots tellement que... L'émotion. Tu vois. Non, c'est vrai que je suis quelqu'un qui voit souvent, qui me méfie beaucoup des choses. Par expérience, à chaque fois que... Si tu veux, si je fais un rejet des institutions aujourd'hui, pas toutes, mais de beaucoup d'institutions aujourd'hui, c'est que c'est d'expérience. C'est qu'à chaque fois qu'elles sont venues, ces personnes nous chercher, il y avait anguille sous roche. Tu vois. Et donc, quand le break arrive au JO, je ne dis pas non catégoriquement. Il y a eu un article du Monde, ils m'ont interviewé, je suis comme ça, je dis Bruce Ikenji dit non aux Jeux Olympiques. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le titre était accrocheur, Oui. bon voilà, fallait que ça accroche. Donc le Monde, il titre ça. Et moi, je dis pas non, mais je dis méfiance. Je dis, tous mes potes breakers et tout m'appellent et me disent ouais, je fais les gars, méfiance. Qui tient ça? Fédération française de danse. Fédération française de danse, quand tu vas sur le site, tu peux y aller. Hein. Va sur le site, il y a la Fédération française de danse, tu vois la tête des gars, tu comprends qu'ils n'ont rien à voir avec le hip-hop. Donc ça me pose problème. Parce qu'encore une fois, on prend à quelqu'un pour donner à quelqu'un qu'il ne mérite pas. 2, ces mecs-là de la Fédération française de danse, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'en avaient rien à foutre du hip-hop. D'accord? Voilà. 3, j'ai dit aux breakers, qui m'ont appelé tout ça, je dis, les gars, si vous ne voulez pas vous faire bouffer, fédérez-vous et essayez de trouver des consensus. C'est-à-dire, je sais que toi, tu n'aimes pas lui, l'autre, il n'aime pas elle, l'autre, il n'aime pas, mais à un moment, il va falloir que vous fassiez... se mettre ensemble. Exactement. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'ai fait des réunions avec eux. Après, ils m'appelaient. Je fais, les gars, moi, le break, c'est pas mon truc. Je dis, je voulais pas. Donc, faites vos trucs. Ils font leurs trucs. Et je dis pas que je suis le pape. Hein. Je suis pas en train de dire je suis le plus important. Non, je dis juste, j'ai alerté des gens importants du break. Ils se sont déchirés entre eux. Ouais, moi, je veux ça. Moi, je veux tel salaire. Boum, boum. Ça s'est déchiré. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Des autres personnes se sont infiltrées. Ils ont fait les JO.
Les JO, aujourd'hui, c'est quoi? Le break, c'est suivi peut-être même plus que le karaté ou peut-être même plus que beaucoup de choses dans le monde. Hein. Il y a des millions de breakers et de danseurs hip-hop dans le monde. Donc, c'est pas une niche. Les partenaires vont dessus, Samsung, Le Coq Sportif, etc. Bon, bref, ils vont tous sur le break. Ils voient que c'est mal organisé, enfin, ils voient que ça se déchire. Donc, déjà, première partie, c'est pas terrible parce qu'ils sont en train de se déchirer. Ouais, l'image qu'on renvoie. L'image qu'on renvoie. Deuxièmement, tu vois les JO là, moi je vois les JO, il y a dans les juges, les membres du jury, il y a 10 juges. Avant ça, les danseurs, les breakers des JO, quand tu es assujetti aux JO, tu sais que tu peux pas fumer, tu peux pas, voilà. Et dans la culture du break, en ce moment, ça y va un peu. Ouais. Bon, ça, c'était pas plus mal qu'ils arrêtent un peu, mais voilà. Et il y en a plein qui ont, mais il y en a plein qui ont pas fait les JO parce qu'ils pouvaient pas. Parce que, tu vois, c'est des... Ouais, c'est des... Donc déjà, ça dénature un peu le truc. Bon, c'est pas si grave, c'est pour du bon. Donc on met ça, c'est positif. Les 10 juges qu'il y a, sur les 10, il y en a un ou deux qu'on valide dans le monde du break, mais les autres, ils sont pas assez connus. Ils ont pas assez de bagou, ils ont pas assez Ah, donc ils ont pris des juges qui sont... Ils ont pris des juges en fonction d'un critère sportif. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et critères sportifs, et même il fallait s'inscrire, il fallait parler anglais, etc. Sauf que tu as des juges dans les gradins. Moi, je vais regarder ce que j'ai regardé quand même. Hein. Bah, il faut regarder. Il faut regarder, tu vois, c'est la moindre des choses. Donc j'ai regardé, et dans les gradins, je vois des breakers hyper connus, des states et tout, qui devraient être juges, tu vois. Ou même des Européens qui devraient être juges. Donc, je me dis, ça a été fait. Et puis le pompon, c'est quoi? C'est la meuf, là, l'Australienne, là, qui vient, qui fait son kangourou, qui fait ses trucs. Alors, c'est un propos artistique. Moi, je critique pas ça. Le problème qui se passe, c'est que toutes les caméras vont vers cette fille et invisibilisent tous les autres. Et comme par hasard, cette meuf-là, elle rentre en Australie, elle est décorée, elle est classée une des meilleures breakeuses du monde. Non mais, tu vois, ouais. Et voilà. Et c'est exactement ça, ce que font les institutions avec nous. C'est-à-dire que si tu n'as pas quelqu'un de fort qui dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire... Tu te fais niquer. Et on s'est fait niquer avec les JO, ce qui fait que... Parce que les conséquences, il faut en parler aussi. Aujourd'hui, le MMA, comme je t'ai dit, beaucoup de partenaires, beaucoup de marques de sport, etc., elles ont les yeux rivés vers le MMA. Normalement, le break, ça aurait dû être un vecteur aussi. Grâce au JO, ça aurait dû... Grâce au JO, ça aurait dû avoir une expansion. Ça a tout niqué. Et pour la dernière chose, c'est que les breakers, ils ont dit « Ouais, les JO, c'est génial, c'est génial. » Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est même pas passé sur France 2. C'était même pas en direct. C'était sur une sous-chaîne de... Moi, j'ai dû le chercher. Voilà, moi, j'ai cherché. regarder. Et j'ai cherché sur IPTV. Excusez-moi. Non, mais... J'ai cherché loin là-bas. Et j'ai dit, voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, c'est mort. Et on nous en a parlé pendant 6 ans. C'est vrai. 6 ans, ils nous ont bassiné. Ouais, nani, ça va être génial, nana. Regarde. Après, tu as des gens qui ont mangé. Donc, tant mieux. Mais c'est pas une vision à long terme. Mais c'est pas aussi parce que, justement, la culture n'est pas... Enfin, la culture, parce qu'on n'est pas assez... on ne fédère pas assez, où il n'y a pas une vraie identité de personnes capables de défendre ce qu'on fait. En fait... Parce que si maintenant les institutions arrivent à nous diviser, c'est parce qu'on est déjà divisés nous-mêmes. Et moi, j'ai constaté qu'en France, tout ce qui vient de la culture, ou tout ce qu'on va dire la minorité essaie de mettre en place, bien souvent, ne dure pas parce qu'on n'est pas assez fort. Je prends le hip-hop, je prends par exemple le rap que je connais très bien, à un moment donné dans les années 80. Aujourd'hui, les jeunes sont un peu plus structurés que nous. Ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. Mais moi, je sais que les groupes comme moi, comme d'autres des années 90, à un moment donné, c'est parti un peu comme ça parce qu'on n'était pas assez fort, on n'était pas assez unis. Et quand on arrivait dans les maisons de disques, eux, ils maîtrisaient déjà le business. Ouais. Et qu'est-ce qui se passait? Ils mettaient des piments par-ci, par-là pour nous diviser. Et à la fin, ah non, mais toi, tu m'as pris là. Ah non, mais toi, tu m'as volé. Ah non, mais moi je suis un des meilleurs rappeurs du groupe, mais finalement, j'ai pas ma place. J'ai pas la place que je mérite. Et moi, j'ai l'impression, quand j'ai regardé le break un petit peu de l'extérieur, c'est un peu moi ce que j'ai analysé. En disant, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on manque tellement de force qu'au final, on se fait avoir par... En fait, je vais te dire, je suis d'accord avec toi. C'est juste que la structuration, enfin, comment je peux m'exprimer? C'est que on est trop fort. Je pense que justement... Tu penses qu'on est trop fort? Non, je pense qu'on est trop fort. Mais comment c'est? Non. Je te dis, on est trop fort, à tous les niveaux.
au niveau du rap, au niveau de la danse, au niveau du graphe. On est trop fort. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas réussi à canaliser cette force. Mais que la désunion entre nous, c'est une force aussi. Parce que, tu sais, quand ces institutions-là viennent, elles ne savent pas à qui s'adresser. Elles sont là, c'est une nébuleuse. Mais ça, c'est trop fort. C'est comme les maquisards. Oui, C'est trop fort. mais ça nous dessert à un moment donné. Voilà. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens, nous, dans les hip-hop, à un moment, on a laissé rentrer trop de gens. À l'époque, dans les hip-hop, tu disais, hey, toi, t'es pas crédible, dégage. Et le mec, il persistait, il se prenait une gifle. Tu vois, c'était ça. Aujourd'hui, le mec, il sort de n'importe où. Ouais, moi, je suis. Et on le laisse faire. C'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est que notre force, notre super pouvoir, on n'a pas su le mettre à contribution de la cause. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on reste déstructuré, parce que quand on dit déstructuré, attention, moi je connais plein d'associations, je connais plein de structures, on est déjà structuré en fait. Seulement, il n'y a pas de fédération. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y ait pas de fédération, justement. Il n'y a personne, il n'y a aucun roi. Il y a plein de royaumes, et il y a plein de gens avec leur pouvoir. Mais ça, c'est génial. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a une association, ça veut dire qu'il y a un roi. Tu prends le MMA, tu parlais du MMA. Le MMA aujourd'hui, si le MMA n'était pas structuré, franchement, ça ne fonctionnerait pas. Et le problème des associations, moi qui viens par exemple des sports de contact, je prends par exemple la boxe pied-point et d'autres sports, même s'ils sont structurés, ils sont tellement mal structurés parce qu'il y a des sous-associations qui font que l'État, il va donner l'argent à celui qui est délégataire, mais derrière, on perd des viviers parce que quand on parle de la danse, quand on parle de la boxe ou MMA, qui représente ça? C'est les jeunes de chez nous. Non, ça c'est voilà. clair. Et qu'à un moment donné, le MMA aujourd'hui, ils sont en train d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à se structurer. Non, mais... Et si tu ne fais pas ça, Bruce, à un moment donné, Ouais, non, tu vas avoir des petits bébés partout. Non, mais je suis Et au d'accord avec final, toi. Mais moi, je suis pour les petits bébés partout. Oui, mais s'il n'y a personne qui les contrôle, les petits bébés. Mais non, mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui fait qu'on est inatteignable. Tu vois, tout ça, moi là, ce genre de truc, ici, ça me fait peur. Parce que, c'est pas que ça me fait peur, c'est que ça me dérange. Mais pourquoi tu ne ferais pas la même chose, toi? Mais moi, je fais déjà la même chose. Oui, mais d'accord, mais pourquoi vous ne vous réunissez pas plus Mais parce que je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait la petite association qui fait pas la même chose que moi, qui existe autant. Tu vois et ça crée une vraie démocratie. Parce que si moi, demain, on m'a proposé ici, on m'a proposé de gérer la place à l'époque, au tout début. Et pourquoi tu as refusé? J'ai refusé de fou. Parce que la salle, déjà, elle fait 125 mètres carrés. Moi, j'ai déjà 450 mètres carrés. Tu vois, c'est bête, mais je leur ai dit, vous deviez m'appeler avant pour faire les plans de la place. Parce que la musique, non mais, tu vois, c'est audacieux. Mais la musique ne nécessite pas autant de place que la danse. Tu vois, c'est tout bête. Mais donc, il aurait fallu 2-3 studios de danse pour que ce soit viable. Une école de danse, c'est viable à partir de 2 à 3 studios. Un studio, c'est pas viable. Bon, en vrai, c'est des petits détails. Et ce que je veux dire, c'est que si demain, on arrive avec ces petites assos, c'est des grosses structures comme Juste Debout, Fusion Concept, etc., on arrive à se parler de temps en temps et repartir dans nos contrées, on a gagné. Parce que, et surtout à éjecter les parasites, les gens qui n'ont pas de crédit et qui viennent prendre des sous alors qu'ils ne méritent pas d'avoir des sous. Moi, je pense que justement, la vraie force du hip-hop, c'est que c'est incontrôlable, incontrôlé. Et qu'à partir du moment où tu vas le contrôler et que c'est une culture qui va mourir. Justement, le petit là qui vient, qui me dit « Ouais, Bruce, t'es dépassé ». Ben, c'est bien. C'est bien qu'il me dise ça. Parce que lui, il va bosser, tu vois. C'est ça la force. Et le problème, c'est les traîtres. Dans la culture, le problème, ça a toujours été ça. Ça a été les traîtres. Qui sont prêts à vendre tout un peuple pour leur intérêt personnel. Ça, pour moi, c'est problématique. Et c'est ce qui s'est pas... Enfin, ce qui s'est un peu passé pour les JO, il faut dire ce qui est. C'est qu'il y en a un ou deux qui ont mangé, 4, 5, 10. Et les autres, ils étaient... Il y a même des gens importants qui ont été invités aux JO, qui étaient sur le parvis des JO. Ils n'ont même pas été invités à l'intérieur. Tu vois, donc voilà. Mais bon, c'est une vision un peu... C'est vrai que les partenaires, là, s'ils voient ça, ils ne vont pas être rassurés. Mais c'est... Justement, moi, si je suis partenaire, je vais être rassuré de ça parce que l'authenticité, c'est ce qu'il y a de plus fort. Oui, mais lui, il ne voit pas ça. Lui, il voit ce qu'il va placer, il voit ce qui va lui revenir. Ça ne nous empêche pas de faire des millions de vues, Mars. Mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On fait des millions de vues et on touche des millions de jeunes. Plus que ce qu'a fait la chaîne sur les... Tu vois? Prenez les bonnes personnes, comme toi ou comme d'autres. Je pense qu'il y a une façon, en tout cas, on peut toujours réussir à mettre plus ou moins un règlement. Même si ça reste de l'art. Au Juste Debout, il y a un règlement. Mais c'est ce que j'allais te dire, justement.
Il y a bien des juges qui sont dans tes événements et qui jugent et tout le monde est d'accord avec. Ouais. Parce que ça représente. Non, mais alors, tout le monde n'est pas d'accord avec. Et c'est ce qui est intéressant. Et il y a plein d'autres événements qui ont d'autres systèmes de jugement. Et c'est ce qui est intéressant. Tu vois. L'uniformisation, c'est le pire fléau qui puisse nous arriver dans le hip-hop. Ce qui a fait qu'on était fort Mars, c'est qu'on avait des tenues bizarres. On était tous. Oui, Tu vois ce que je veux mais dire. ça, on est dans la rue. Ouais, mais. Tu prends la rue, tu mets la rue dans des institutions, tu es obligé de t'adapter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pour Tu ça, peux pas. c'est pour Demain, ça que tu moi, vas je préfère créer mes institutions comme le Juste Debout. Donc il en faut beaucoup comme toi alors. Exactement. Pour Moi, pouvoir- je pense que le vrai pouvoir, c'est, je te dis, injection des plus riches de nos cultures, de nos quartiers, Mhm. dans la culture hip-hop, qui font que toutes ces structures-là, elles vivent. et puis- Sans l'État. Voilà. Quels sont tes futurs projets? Ah, ok, bon, alors j'ai pas mal de projets, mais là, j'ouvre une autre école dans Paris 17e, l'ancienne Main Jaune et l'ancien Justement, Boulogne. mais j'ai vu ça, Ouais. que tu as pris une grande surface. Ouais, une grande surface. Et c'est un gros projet, justement. Peux-tu nous en parler un peu Ouais, bah en fait c'est 3000 m². Juste Debout School, ce sera 750 m² dans les 3000 m². C'est pour ça que je te dis qu'en fait, ce lieu-là, bah, on va faire la même chose, mais d'une manière underground, puisqu'on aura un club, la Main Jaune. On aura des studios d'enregistrement, des studios de musique. Quand tu dis un club, C'est un club, une boîte. c'est-à-dire vous gardez l'ancienne main jaune Ouais. qu'on a tous connue, on allait tous Ouais. breaker, danser. Le roller et tout. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas moi qui gère, c'est un autre gars, mais nous, on aura des accès. Oui, c'est un C'est un partenariat. partenariat quoi. en fait. Il y a 3 entités, il y a Juste Debout, il y a TF1 et il y a le club de la Main Jaune. Et à TF1, ils vont faire une partie karaoké. Bon, ça c'est eux, ils prennent 700 m². Moi j'ai 750 m² avec 3 studios de danse, studio de musique, studio d'enregistrement, réfectoire, enfin tout, un truc bien aménagé. Je garde l'école quand même dans Paris 20e. Et il y a le club. Donc ça c'est un de mes projets. Ça voit le jour en 2025-2026. D'accord, oui. Si Dieu Là, veut. là, on arrive presque à On la fin. arrive à la fin, des là, travaux, les quoi. travaux ont commencé, tout ça. Donc ça, c'est superbe. Après, on développe aussi beaucoup à l'étranger, que ce soit en Afrique, en Chine. Là, on commence à enfin mettre le pied en Afrique, parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et on est en train de mettre des choses en place pour que ça avance. J'en dis pas plus pour le moment, mais je vous tiendrai au courant. Mais faire des Juste Debout là-bas, faire des écoles itinérantes là-bas, C'est vrai. c'est-à-dire faire partir des profs ici pour enseigner là-bas, pour qu'eux viennent ici, après repartent là-bas pour enseigner. Enfin, voilà, faire des échanges culturels. Et la Chine, pareil, on est en train de faire des Mais écoles. c'est énorme ça, ce que tu es en train de faire, surtout en Afrique. Il y a pas mal de jeunes danseurs, etc. Ah ben oui. Et le côté Asie, ça, on connaît déjà. Non, mais l'Afrique, c'est le juste retour des choses, tu vois, c'est normal. Mais justement, je parlais du Cameroun parce que là, j'étais avec des partenaires et je dis voilà, il faut qu'on aille au Cameroun, etc. Et voilà. Quel est le conseil, enfin, si tu avais un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, quels seraient tes conseils? Le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de rester vous et de ne pas écouter mes conseils. Parce que moi, j'ai vécu une époque, je suis d'une manière, j'ai fait des choses, j'ai fait des erreurs, et je pense qu'il faut observer, il faut prendre le bon et laisser le mauvais. Dans mon discours aujourd'hui, il y a des choses que des jeunes ont aimées, des jeunes ont moins aimées. Bah, prenez ce qui vous servira et faites votre tambouille. Et c'est ce qui fait que le hip-hop a été puissant aussi, c'est qu'on n'a jamais été que dans une lignée, quoi. C'est-à-dire que les Full Force dansaient d'une manière, nous on dansait d'une autre manière. Il y a eu Time Bomb, il y a eu Rapatitude. Et c'est ce qui fait que c'est des briques du hip-hop et que le hip-hop c'est fort. Voilà. Donc, toi, tu as écouté des gens? Quelquefois, oui. Oui. Pas tout le temps, parce que moi, je pense qu'en faisant des erreurs, c'est ça qui nous permet d'avancer. Bien sûr. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que danseur, en tant que ce que tu veux, si tu ne fais pas d'erreur, tu peux pas avancer. Moi, je sais que dans ma danse, je faisais des erreurs et quand je voyais, par exemple, on parlait de Sully, moi, j'ai des souvenirs de la place de Châtelet. La première fois, j'ai vu Sully danser le break en tournant sur le dos, en enlevant sa chemise, etc. Je suis devenu fou. Je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Donc, et quand je le voyais, chose qu'on voit peut-être pas aujourd'hui, je retournais chez moi. Ouais, bien sûr. Il fallait que je travaille comme un ouf. Parce que je sais que le week-end d'après, il y aura des défis dans des endroits où peut-être qu'on va se rencontrer. Donc,
Je dis, il faut faire des erreurs. Mais ce qui est important, c'est de ne pas les refaire derrière. Et donc, je te rejoins un petit peu sur ta phrase. Faites pas mes erreurs. Je dirais pas non, mais faites des erreurs. Mais, non, mais c'est sûr. le coup d'après, il ne faut pas les refaire, quoi. Mm, Et c'est ça qui permet justement de bien avancer. Donc voilà. Non, c'est sûr. Je te laisse le mot de la fin. Ah, le mot de la fin, Pour cet entretien. Si peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas évoquées, si il y a quelque chose que tu as envie de dire en plus, je te laisse. Non, moi, merci la de parole. m'avoir invité. Franchement, pour moi, c'est un honneur. J'avais dit que j'arrêtais les interviews là, pendant 3-4 ans. Voilà. Mais bon, quand tu m'as appelé, j'ai dit, je ne peux pas refuser. Tu ne peux pas, mon Non, gars. je peux pas refuser. Mais c'est vrai, hein, c'est vraiment, je le pense, je ne peux pas refuser à des anciens qui m'ont tellement inspiré. Voilà. Et tu vois, tu as parlé d'entrepreneuriat, tu as dit, ouais, comment tu as réussi à faire ça, tout ça. Nous, quand on vous a regardé, on a regardé Time Bomb. On a dit, waouh, ils ont réussi. Parce que faire un CD, à l'époque, c'était fou. Aujourd'hui, tout le monde se dit, un CD. Non, à l'époque, faire un album, c'était un truc incroyable. Donc, je pense que vous tous, vous nous avez inspirés. Des mecs comme Sully qui a fait sa marque, Royal Wear, Fana, Gueulard, tous ces mecs-là. Même l'honneur, hein, qui ont fait des trucs. Parce qu'il est parti aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis, il a fait plein de trucs. Enfin, tu vois, c'est des gens, voilà, vous m'avez tous inspiré. Donc, moi, tu sais, ce que je dis souvent à mes élèves, je dis, là, si mes grands, ils viennent, ils me disent, hey, Bruce, fais ça, ferme un peu ta bouche. Même si je suis une grande gueule, je vais fermer un peu ma bouche et je vais faire ce qu'ils vont me dire de faire. Et je pense que ça, c'est important. Parce que c'est le juste retour des choses. Et je dis pas que c'est, tu vois, c'est hiérarchique et qu'il faut absolument faire ça, mais je pense que moi, c'est ce que je vous dois en tout cas. Et c'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui un grand monsieur du hip-hop, trop discret, trop gentil, trop discret, qu'il faut découvrir. Et voilà, faites vos devoirs. Voilà. C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, il est pour toi. Vraiment, vraiment. Bruce, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Franchement, j'ai passé un magnifique moment. Il y avait des choses que je ne connaissais pas, que je ne savais pas sur toi. Moi, je te suis parce que sur Insta, sur ce que tu fais, parce que tout le monde a commencé la danse. Comme je disais en amont, on se chamaillait, si je peux utiliser cette expression. Et te voir évoluer, voir ce que tu fais, moi, je pense que c'est important pour nos enfants, nos petits frères. Et ils ont besoin justement des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres qui sont dans l'ombre. Et aussi, si ce podcast, on l'a créé avec 2 autres amis, donc on est 3, c'est aussi justement pour aller chercher des gens comme toi qui vont raconter, qui vont narrer leur histoire, qui viennent dans mon monde à moi, mais qui racontent leur monde à eux. Et on essaie d'échanger autour de ça. Et en espérant en tout cas apporter quelque chose à ses futurs, à nos futurs enfants, à nos futurs grands-enfants, je dirais, et à tous ceux qui vont nous écouter. Donc, Mastalk, restez branchés, il y a Bruce, mais il y en aura d'autres derrière. Et un grand merci à tous ceux qui ont liké, partagé notre premier podcast, puisqu'on est encore tout jeune. Mais il y a tellement de choses qui arrivent derrière. Et rien que le monsieur déjà. Merci mon grand. Merci d'être venu, Bruce. Je te dis merde pour tes projets. Et je suis déjà content de ce que tu es en train de préparer pour les années à venir. Merci à toi et plein de bonnes choses. Grand respect. Merci Bruce. Merci mon grand. Aïe, Mastalk.